Bonjour à tous, je vais disséquer la défaite cruelle mais logique des Bleus face à l'Angleterre. Vous avez l'habitude, un abonnement à la chaîne, et un petit clic sur la cloche et vous ne raterez rien des prochains contenus. Un petit pouce bleu et un commentaire permettent à l'algorithme de YouTube de rendre la vidéo plus visible. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement évacuer la question de l'arbitrage, qui n'est pas centrale sur ce match. Oui, l'essai de Maro Itoje était bien valable, comme le montre cette image. Il y a eu confusion parce que Itoje se démène au sol pour aplatir et que M. Brice n'était pas du bon côté de l'action pour valider l'essai. À la vidéo, il reste sur sa décision terrain de refuser l'essai, car il y avait des mains françaises sous le ballon. Mais il demande bien à son arbitre vidéo de confirmer. Joy Neville valide l'essai car le ballon touche bien le sol dans un premier temps. Le seul reproche qu'on peut faire à M. Brice sur ce match, c'est cette décision à la 39e minute, après une grosse séquence française. Il pénalise le français au sol, alors que Curie est assistant plaqueur et ne relâche jamais Aouas. Le 15 de France aurait dû bénéficier d'une pénalité. Sinon, je signalerai aussi cette mêlée à la 56e. Bizarrement, alors qu'elle est près de la ligne de touche, M. Brice se place du même côté que son juge de touche. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'Aouas pousse en travers et est donc pénalisable. Néanmoins, de l'autre côté, c'est Sinclair qui lâche sa liaison face à Baye, ce qu'aurait vu l'arbitre s'il s'était placé de l'autre côté de la mêlée. La faire refaire paraissait plus juste. Ce point traité, passons au sommaire, avec les physionomies des demi-temps, les stratégies offensives de chacune des équipes, un focus sur les très bons Taofi Fenoua et Jalibert, et la question éternelle du coaching de Galtier. Sans une seconde période très brouillonne, ce crunch serait passé devant l'intense et physique Galles-Irlande au classement des meilleurs matchs de cette édition. Néanmoins, on a sans contestation possible vu la plus belle première mi-temps de ce tournoi. Seulement 2 minutes 31 d'arrêt de jeu, la première action d'1 minute 06 pour l'essai de Dupont, 70% de temps de jeu effectif lors des 10 premières minutes, 4 phases de jeu dépassant les 2 minutes et 3 les 1 minute, ça a envoyé du jeu de tous les côtés. C'était très bien pour le spectacle, mais les Bleus se sont quelquefois laissés prendre par l'euphorie rugbystique, et ça a eu des conséquences dommageables. Dulin joue d'abord rapidement une touche dans ses 22 mètres. Le coup est intéressant, mais ça manque de vitesse, et Cretin sort des 22 mètres. Résultat, Jalibert peut pas trouver directement la touche, et donne un ballon de relance aux Anglais. 20 secondes plus tard, Ficou joue aussi une touche rapidement, sans qu'il y ait de réelles opportunités offensives. Cette fois, c'est Dupont qui est mis en difficulté, et doit dégager le ballon, pour une énième relance anglaise, qui aboutira à l'essai de Watson. Dynamiser le jeu autant dans ses propres 22 mètres paraissait sérieusement inapproprié, surtout après une séquence défensive éreintante, avec près d'une dizaine de charges frontales des avants anglais, et Curie qui a manqué d'aplatir à cause du sauvetage de Ficou. Les Anglais tomberont aussi dans le panneau du surjeu, pour subir le double grattage de la deuxième ligne française, profitant le soutien anglais mettant trop de temps à se replacer. Globalement, sur cette première mi-temps équilibrée, joueuse et très bonne techniquement, les Anglais puissants ont pâti de leurs nombreux en avant, là où les Bleus ont plutôt pêché sur de petites erreurs à fortes incidences. La première touche pas trouvée par Dupont à la 3e minute offre un très bon premier ballon d'attaque aux Anglais et lance une séquence éprouvante de 2 minutes 40. Sur le premier essai du 15 de la Rose, Thomas exécute une montée en pointe aussi kamikaze qu'inutile, alors qu'il n'y avait pas de surnombre au départ. Ça libère complètement Watson, qui n'a plus qu'à courir et aplatir. Thomas, bien qu'en progrès sur le 1 contre 1 défensif, ratera aussi un plaquage sur Watson, pourtant sous pression, qui amorcera une belle relance, aboutissant à la pénalité du 13-7, après que Penaud ait lui aussi commis son erreur, avec ce jeu au pied particulièrement raté. Quelques minutes auparavant, Willem C connaissait son rare couac du match, en venant bêtement sur le côté d'un rug favorable à la France. Ça a coûté 3 points. En deuxième mi-temps, changement total de physionomie. La première action de plus d'1 minute à la 44e a vite laissé place à beaucoup de jeux au pied au fil des minutes, comme ce quadruple échange entre Daly, Dulin, Jalibert et Ford. Surtout, cette période a été hachée par les fautes à répétition, et 2 fois plus de mêlées jouées qu'en première mi-temps. Il avait fallu attendre 13 minutes pour que M. Bray siffle une pénalité en première période. Dans le même laps de temps en seconde, 5 pénalités ont été concédées, presque autant que sur tout le premier acte. 70% des pénalités et 60% des en avant sont venus en seconde période. Si les Anglais ont été nettement plus sanctionnés, offrant les 3 seuls points français du second acte, c'était principalement des fautes offensives dans le camp de l'équipe de France, ce qui traduit bien l'impression générale que les Anglais ont beaucoup attaqué et que les Bleus ont résisté tant bien que mal. D'abord avec réussite sur le passage à vide anglais de la 51e minute, puis en enchaînant les bons grattages au sol. 3 en l'espace de 15 minutes, par Vakatawa, Taofi Fenoua et Aldrit. Le très bon contre-ruck de Penaud à la 71e a permis également de récupérer une précieuse pénalité. On a pas mal vu Penaud dans ce registre inhabituel et ça a fonctionné. Au niveau de l'attaque tricolore, quasiment RAS et 2 stats ahurissantes. Les Bleus n'ont passé que 6 secondes dans les 22 mètres anglais en deuxième mi-temps sur une charge timide de Brice Dulin, par ailleurs fautif sur cette pénale touche précieuse non trouvée, et ils ont commis la bagatelle de 8 en avant, contre 2 seulement dans le premier acte. Un gros défaut de précision qui a pourri les rares lancements français qui n'ont jamais dépassé les 30 secondes, plus important ayant eu lieu à la toute dernière minute. Même les Anglais s'y sont mis, à l'image de cette touche directe après mêlée, signée Ben Youngs. En bilan, pas mal de mini-phases de jeu extra courtes, et une seule grosse action d'envergure dans cette deuxième mi-temps, lorsque les Anglais nous infligent 2 minutes 48 de rugby en fin de match,
sur une action qui partait pourtant d'une touche française maîtrisée. Cette fois-ci, ce sont les Bleus qui se mettront à la faute pour la pénale-touche de la gagne du 15 de la Rose. L'attaque a été légitimement récompensée par rapport à la défense. On a vite saisi, comme ici sur Baille à la 20e seconde, que les Anglais avaient pour mission de monter très vite en défense sur les extérieurs, comme l'ont fait les Bleus en Italie notamment. Les tricolores ont assez rapidement trouvé la parade, en revenant d'abord 2 fois intérieur, grâce aux courses chaloupées de Ficou, avant d'opter pour plus de profondeur et de longues passes sur l'extérieur, ouvrant des espaces à Vakatawa. Énième symbole d'une seconde période ratée sur le plan offensif, cette dernière stratégie échouera 2 fois consécutivement, la 43e et 44e, avec tout d'abord une passe trop molle qui permet à la défense anglaise de bien monter, et 2 longues passes rendues inoffensives par 2 leurres inefficaces. Vakatawa est pris. 1 minute plus tard, rebelote. Dulin éjecte le ballon pour Baille. Un leurre de Hawass sans effet, Jalibert allonge pour Villemc. Le leurre de Cretin est raté, et Ficou se retrouve sous pression. Autre méthode pour éviter les montées extérieures, jouer dans l'axe, comme l'a fait l'intenable Marchand à la 15e, ou bien exploiter les petits côtés, un secteur très travaillé par les Français. Dès la 30e seconde, Dupont fait une redoublée avec Baille sur le petit périmètre, la défense est fixée, et Olivon, arrivé lancé, progresse bien à l'impact. On remet ça 30 secondes plus tard, avec des variations. Dupont fait les 2-3 pas pour attirer la défense, et écarte vite sur Cretin. Le surnombre est là, et 2 passes éclairs de Cretin et Vakatawa libèrent le couloir pour Thomas, qui en très bon finisseur tape un bon jeu au pied pour l'essai de Dupont. Dernière option pour duper la vive défense anglaise, le jeu au pied par-dessus. Dulin l'expérimentera à la 20e pour servir Jalibert. L'idée est parfaite, la réalisation un peu moins, mais ça incitera les Anglais à plus protéger le second rideau, et donc à moins monter en pointe. Enfin, si on connaît les facultés de relance des Bleus, illustrées par celle de Thomas à la 38e, les tricolores savent aussi s'appuyer sur des lancements étoffés et bien exécutés, souvent après touche. À la 48e, Cretin se saisit du lancer de Marchand, un faux ballon porté secret pour fixer les avants anglais. Aldrit prend l'offrande de Cretin et sert Dupont. Ficou est au relais, le leurre de Vakatawa fonctionne, et Jalibert est servi avec beaucoup d'espace devant lui. 5 secondes plus tard, Itoge commet la faute. L'unique lancement de jeu précis des Bleus en seconde mi-temps leur a donné 3 points. À la 31e, le gain sera plus important. Marchand lobe astucieusement son sauteur en fond d'alignement, obligeant les Anglais à tenter un contre impossible. Ficou récupère, le leurre intérieur de Thomas fixe un peu plus la défense, et c'est finalement Dupont qui est servi extérieur. Ford et Farrell sont fixés, le leurre de Vakatawa trompe Slade, et Jalibert doit gérer alors un super 3 contre 2. Il fixe intelligemment May et feinte la passe pour Dulin, attirant ainsi l'arrière Malins et libérant définitivement Penaud sur l'aile, servi par une belle passe lobée pour un superbe essai. L'action de la 27e, menant à la pénalité de Jalibert pour le 13-10, résume toute la palette offensive des tricolores. Dulin se propose à la relance après une récupération de Thomas. On redouble bien entre Taofifenua et Aldrit, et on file sur l'extérieur. Dupont fait son petit pas pour ouvrir une mini brèche à Olivon, puis on a un lancement travaillé, avec la sautée de Jalibert, le pivot de ce dernier pour Marchand, et le bon leurre d'Aldrit. Dans la foulée, Dupont joue 2 fois le petit côté, avec Aldrit puis Thomas, et les Français avancent. En guise de conclusion, le jeu au pied par-dessus de Dupont est très pertinent, et il n'a pas manqué grand-chose pour que Jalibert puisse aplatir. Chez les Anglais, une partie de leur plan offensif est très classique, le jeu au pied d'occupation, qui a sanctionné les rares imprécisions françaises en première mi-temps. Quand Jalibert se fait intercepter, Farrell trouve en suivant une belle touche. Idem pour l'arrière Malins, après l'en avant d'Aldrit à la 16e minute. À la main, Youngs a pas mal exploité individuellement les bords de ruck en seconde période, quand les Bleus commençaient à flancher physiquement, offrant des espaces à ses avants pour des charges multiples assez habituelles du jeu anglais. Toutefois, cette option stéréotypée n'a pas été majoritaire, bien au contraire. Sur toute la première période, hormis la lutte frontale précédant l'essai marqué par Curie, le 15 de la Rose a suivi un schéma simple. Une charge des avants pour faire reculer le rideau bleu et consommer les tricolores près des rucks, puis du jeu rapide sur l'extérieur, avec 5 variations, en fonction du positionnement français en pointe sur les ailes. À la 4e minute, après une grosse charge, c'est l'option de leurre et longue sautée pour aller chercher la zone dégarnie autour de Penaud, qui a pas trop mal navigué pour mettre de l'incertitude et ralentir les attaquants. À la 8e minute, belle percussion de Curie, l'ailier français Teddy Thomas monte en pointe en croisée. Un simple leurre anglais et une passe longue décalent le rapide Anthony Watson. 1 minute plus tard, fixation du puissant Billy Vunipola et balle vite éjectée sur l'extérieur, où son frangin Mako sert de pivot pour Slade. Les montées extérieures de Dupont et Thomas empêchent le jeu au large et le leurre anglais bloque le centre du terrain. Slade trouve alors l'espace fragile entre les deux et avance de 15 mètres. Watson marquera en suivant. À la 22e, nouvelle charge de Curie, et cette fois-ci les Anglais utilisent la redoublée entre Youngs et Farrell et le leurre du numéro 6 pour concentrer les Bleus au milieu du terrain. La défense en pointe des Français, avec Olivon et Dupont, ouvre un espace pour l'accélération de Youngs. Enfin, à la 34e, c'est Mako Vunipola qui charge.
Le ballon est éjecté, avec encore un bloqueur de 2 joueurs, et Slade est servi sur l'extérieur. Dupont et Penaud sont en pointe sur l'aile, laissant de la place dans le second rideau. Slade joue cette fois-ci au pied, et Dulin sauve le coup de justesse devant Farrell. Il était attendu, Romain Taufifénois sortit pour moi son premier bon match en bleu. Sa puissance a été visible sur ses nombreuses charges incisives, permettant de fixer et user la défense anglaise. Il l'a mise aussi à profit pour plaquer à tour de bras, réalisant un sans faute dans ce secteur. Certains plaquages étaient de sacrés tampons, et il a bien coffré Kowandiki. Dommage que dans son élan il commette une faute en se jetant au sol. Ça coûtera 3 points. On lui doit aussi 2 excellents grattages, notamment celui très précieux de la 46e, après la belle percée de Yams. Il a prouvé ainsi qu'il pouvait aussi suivre le rythme et arriver en premier sur les points de rencontre. Enfin, il a également servi le jeu, au relais de Jalibert, et surtout lors de cette séquence avec 2 passes en 4 secondes, dont une à une main, techniquement somptueuse et laser pour aller sur les extérieurs. Concernant Jalibert, il confirme l'adage disant qu'il faut installer une charnière. Le Bordelais progresse au fil des matchs, comme il l'avait fait lors de l'Automn Nations Cup. Il a imité son idole Owen Farrell, en réalisant lui aussi un 100% au pied, malgré quelques transformations complexes en bord de touche. En dépit d'un début de match un peu timide, de cette passe interceptée mal à propos, de contact rugueux où il ne s'est pas échappé malgré la différence physique, et un essai manqué de peu, je l'ai trouvé particulièrement à l'aise sous la pression, signe qu'il est en confiance. Il a bien couvert le terrain face au redoutable pied anglais et a su enchaîner derrière, étant zen pour servir Penaud ou encore Dupont. Même chassé, son jeu au pied a été très bon. Il affiche une longueur de dégagement très intéressante, allant jusqu'à plus de 50 mètres, même sur la fin de match, où les jambes sont lourdes. Performant au pied, on sent que c'est ballon en main qu'il s'éclate le plus. Sa gestion du 3 contre 2 pour l'essai de Penaud est parfaite, avec une feinte de passe pour Dulin, peut-être inutile, mais qui assure le coup. Sa feinte à la 15e est en revanche plus que pertinente, pour pouvoir attaquer la ligne d'avantage, sans oublier encore et toujours de faire jouer derrière lui. Le summum de la classe, c'est la 37e minute, avec le combo au contrôle tranquille du pied, une petite feinte de coup de pied pour enrhumer 2 Anglais, une belle relance et un plaquage cassé, pour finir comme d'habitude par une passe, pour son capitaine Olivon, ou comment inverser la pression avec style. Bon courage à Galtier pour trancher dans le futur entre Tamac et Jalibert. Le premier semblait bénéficier d'être le partenaire de club de Dupont, on a vu que l'association Dupont-Jalibert fonctionnait très bien également. Il faudra apprendre à bien utiliser ces 2 ouvreurs, ce qui m'amène au thème du coaching. Le coaching de Galtier a été critiqué, c'est récurrent et ça peut se comprendre. Pourquoi opter logiquement pour un banc costaud à 6 avant, en prévision de la puissance des remplaçants anglais, et ne pas faire rentrer un profil solide comme Jelon, alors que Genge, George, Hurl et compagnie faisaient des misères aux Bleus sur les impacts dès la 70e minute. Galtier semble avoir du mal à se résoudre à coacher Aldrit ou Olivon, 2 très bons joueurs respectivement vice-capitaine et capitaine de l'équipe. Pourtant les deux ont raté quelques plaquages et avaient beaucoup donné. La situation est similaire à la mêlée, où Dupont est encore l'homme à tout faire pendant 80 minutes. J'avais déjà alerté dans mon débrief du Irlande-France sur le fait que Dupont perdait en lucidité sur les fins de match. Son abattage énorme et la pression plus forte qu'il subit de la part de ses adversaires l'usent beaucoup. Il y a eu plusieurs signes avant-coureurs à partir de la 60e. Dupont manque d'abord une touche directe suite à la pression d'Itoge, et se fera contrer une seconde fois par ce même Itoge à la 72e. Son en avant évitable sur la dernière action pour jouer la gagne est fortement pénalisant. Serein aurait pu apporter de la lucidité et de l'énergie en fin de match, pour suppléer Dupont qui n'avait en plus pas joué depuis un mois. Sur les lignes arrières, difficile de remplacer Jalibert, et encore moins Ficou, très précieux défensivement malgré 1 ou 2 ratés. Il met un beau raffut à Farrell, et la qualité de son jeu au pied offre une solution offensive supplémentaire et des garanties sur l'occupation du terrain. En revanche, Vakatawa finit dans le rouge physiquement, se faisant même prendre par le 3e ligne Ben Earl. Quelques petites minutes de jeu en 2 mois et des douleurs à d'épaule en cours de match justifiaient son remplacement par Tabac, capable en plus de jouer centre et étant performant au plaquage. Concernant Marchand, excellent et auteur de 13 plaquages, c'est étrange de le laisser 71 minutes sur le terrain, alors que Kamicha est d'une valeur sûre et un sérieux impact player. Le raté au plaquage de Marchand à la 63e était une indication de baisse de régime du Toulousain. À la décharge de Galtier, on peut pas dire que son banc ait de quoi le rassurer. Hormis la bonne rentrée de Gros, c'est pas brillant. Aldeguerri semble avoir réglé ses soucis emmêlés au niveau international, mais l'entrée de Genge a fait ressortir les vieux démons, et Aldeguerri est à l'origine de la pénale touche victorieuse des Anglais. En 2e ligne, Caso a mal démarré, avec un en avant dès son entrée. Il s'est repris en captant une touche, puis en plaquant Genge en fin de match. Sa densité physique inférieure à celle de Willemse et Taofifénois en font pas un remplaçant idéal. Enfin, ma plus grosse déception est Cameron Wookie. Il rate 2 plaquages majeurs en 10 secondes. D'abord sur Daly, puis sur Ellis Genge. On notera également son manque de concentration au bord du ruck, précédant l'essai d'Itoge. L'une des très belles surprises du Autumn Nations Cup n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui,
à l'exception de ses capacités aériennes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de mettre un petit pouce en l'air. J'attends vos remarques, questions ou sujets non traités sur ce match dans la rubrique commentaires. Maintenant que le Grand Chelem est impossible, pensez-vous que les Bleus remporteront le tournoi? Quel est votre pronostic pour le match contre les redoutables Gallois? À vous de jouer. Salut à tous!